Hier, Martin m'a envoyé un petit message sur WhatsApp pour me dire est-ce que vous êtes chaud demain? Bah ouais, j'étais bien chaud parce que j'étais encore dans mon lit, j'avais 39 de fièvre, mais je suis négatif au Covid, donc je vous rassure. Par contre, et c'est pour ça que j'introduis là-dessus, c'est que je risque de perdre un peu la voix de temps en temps, donc voilà, ça va aller, mais bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Jonathan, je suis le fondateur de la société Split. Donc Split, pour faire court en une phrase, on aime dire qu'on a transposé le principe de Blablacar pour les abonnements. Simplement, donc vous êtes soit propriétaire d'un abonnement, vous avez des places vacantes, vous allez les proposer. Donc on peut penser à des abonnements de SVOD, mais ça peut être de la musique, ça peut être du logiciel, ça peut être de la presse. Et vous êtes potentiellement souscripteur, vous recherchez une offre et vous allez rejoindre la famille des splitters. Split, en quelques chiffres, aujourd'hui, en fait, on est un peu plus de 700 000 clients sur la plateforme, dans plus de 20 pays. On a reversé plus de 3 750 000 euros à nos propriétaires l'année dernière, et on en est assez fiers. Et enfin, on est... un peu de pouvoir d'achat. Et enfin, on est un peu plus d'une vingtaine de salariés, une petite équipe pour gérer tout ce volume. Répartis, alors j'aime bien faire ce jeu de mots, mais qui va peut-être être dépassé à force, mais assez splitté en France. Donc on a des bureaux à Paris, on a des bureaux à Lyon, on a des bureaux à Troyes dans la région Grand Est, et pas mal de monde en remote, donc à Caen, à Antibes, à Clermont-Ferrand, à Barcelone, et je suis sûr que je vais en oublier un, mais moi à Bordeaux en tout cas. Et le sujet de ce soir, finalement, que je voulais évoquer avec vous, c'était comment on a fait pour en arriver là, pardon. Comment on a fait pour arriver à faire tout ce chiffre tout en bootstrappant sans lever de fonds avec Split. Donc pour ça, je sais pas où est Guillaume d'Exacup parce qu'il a envoyé une petite punchline tout à l'heure. Ah, t'es là. Donc pour ça, en fait, il faut revenir 19 ans en arrière. J'ai 38 ans, monsieur. Il faut revenir 19 ans en arrière. Et il y a 19 ans, j'ai monté ma première start-up. J'avais 19 ans. Donc en fait, même en préparant ce discours, je me suis rendu compte que j'avais passé la moitié de ma vie à entreprendre. Et en 2004, j'ai eu l'idée de créer une plateforme de blog. Donc c'était pas dans le Minitel, mais on n'était pas loin. Et en fait, quand j'ai créé cette plateforme de blog, je partais d'un constat. On avait tous des skyblogs. C'était un peu le phénomène, comme aujourd'hui, en fait, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'était le phénomène des TikTok, d'Instagram. Vous aviez les plateformes de blog et notamment les skyblogs, les MySpace. Et je trouvais ça extrêmement moche. Donc l'idée, le postulat de base, en fait, était de se dire, je vais essayer de reproduire la même chose, mais de permettre aux gens de créer leur template, de créer finalement une mise en page qui leur ressemble, plutôt que de faire des choses jaunes sur un fond rouge illisible. Donc j'ai créé Caseo. J'étais encore étudiant, j'ai créé Caseo en m'associant avec un CTO, enfin ce qui est devenu mon CTO un peu plus tard, en 2004. Et de 2004 à 2007, on vivait de cette société. On ne savait pas trop comment la monétiser, mais la publicité fonctionnait bien. Et on faisait pas mal de bruit. Pourquoi ? Parce qu'on avait atteint à peu près 8 millions de visiteurs uniques par mois au bout de quelques années. Et on était 2 à gérer ça. Et on était aussi à domicile. Donc c'est-à-dire qu'on bossait chacun de notre côté. On n'avait pas de salariés derrière. Et en 2007, une société nous a approché, une régie publicitaire qui venait de rentrer en bourse, qui venait de racheter notamment Société.com et nous a dit on veut avoir l'exclusivité de votre plateforme de blog et en plus de ça, on vous propose d'injecter 250 000 euros dans votre société et de prendre 20% du capital et vous offrir des bureaux dans le 17e arrondissement. Donc on a accepté tout de suite. Je ne savais même pas que c'était possible de gagner sa vie sur Internet. Et finalement, je me suis rendu compte que je suis parti... Enfin, comment l'expliquer ? Je suis désolé parce que j'improvise totalement en même temps. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne manière de procéder, en tout cas pour cette première société. On n'avait pas préparé les prévisionnels, on n'avait rien préparé, on ne savait pas trop comment monétiser cette société. Et en levant ces 250 000 euros, finalement, on s'est pris un peu pour les rois. Et on s'est mis à dépenser n'importe comment notre argent sans vraiment chercher à faire du chiffre d'affaires. Donc on a pris des beaux bureaux dans le 17e, on était devenu une vache à lait pour beaucoup, donc on sponsorisait absolument tous les BDE, toutes les universités, on sponsorisait des événements qui n'avaient aucun sens. Enfin voilà, c'était devenu n'importe quoi. Et le pire de ça, c'est que finalement, je cherchais même plus à regarder nos prévisionnels et de savoir quel chiffre on allait faire l'année d'après ou dans 2 ans, mais plutôt combien de mois il nous restait pour survivre. Donc l'année d'après, on a dû relever 350 000 euros sur cette même société parce qu'on avait déjà cramé
tout l'argent. Donc on a relevé 350 000 euros et nos investisseurs nous encourageaient parce que finalement la valorisation d'une société reposait beaucoup sur notre audience à l'époque, qui était montée aux alentours de 10-12 millions de visiteurs uniques. Donc on faisait partie des 30 sociétés les plus visitées de France. Pour vous donner des petites anecdotes comme ça, on hébergeait notamment le site de Ségolène Royal pendant sa campagne présidentielle. On hébergeait les blogs de Energy Music Awards, de la plateforme Energy. Donc en termes de notoriété de la marque Caseo, je pense que vous êtes très peu à la connaître, mais par contre on avait énormément d'audience parce que finalement on était devenu un hébergeur. Donc on avait beaucoup d'audience, mais on n'arrivait vraiment pas à la monétiser. On est arrivé en 2010, où là on a une proposition de rachat par une société, enfin une famille que vous connaissez sans doute, qui est la famille Mullier. Donc la famille Mullier détient beaucoup de sociétés derrière, Decathlon, Leroy Merlin, je pense que tout ça, ça vous parle, le groupe Auchan, et qui était en train de monter un groupe média sur Internet. Ils venaient de racheter Cuisine à Z, Radin.com, et nous ont proposé de nous racheter pour la modique somme de 4 millions d'euros. Et là, je me suis rendu compte que finalement, lever des fonds, ça ne nous avait pas beaucoup aidé, parce que la dernière levée de fonds qu'on avait réalisée était sur une valorisation de 6 millions d'euros. Donc là, on va parler un peu mathématiques, mais finalement, moi, je trouvais l'offre très intéressante pour un exit, surtout que j'étais un peu épuisé voilà, par tout ce qui s'était passé, du fait que finalement, on se rendait compte qu'il fallait calculer, on était un peu en respirateur artificiel sur cette boîte. Et ils ont refusé, pourquoi? Parce qu'ils étaient rentrés un an avant sur une valo qui était bien plus élevée, et ce qui peut être totalement compréhensible. Donc ils ont refusé d'accepter ce rachat. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, que moi j'avais plutôt en tête, c'est qu'on était en 2010-2011 et que les réseaux sociaux venaient d'arriver, donc on avait Facebook notamment, qui finalement reprenait tout le marché publicitaire. Donc l'Eldorado du CPM, ce que j'appelle l'Eldorado du CPM, c'est que nous on vendait nos campagnes par 1000, a totalement disparu. On devait vendre au clic, on devait vendre à l'acquisition, et finalement on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas très bien sur notre modèle en tout cas. 2 ans après, on a été placé en redressement judiciaire parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc placé en redressement judiciaire, et finalement, j'ai envie de dire, c'est le moment où on a réussi à reprendre la main sur ce qu'on avait créé. Pourquoi? Et c'est un peu malheureux de le dire, mais on a dû licencier une grande partie du personnel. On était plus de 22 personnes dans cette société, donc c'était vraiment surdimensionné par rapport au chiffre d'affaires qu'on générait. Et pendant ce placement en redressement judiciaire, on a tout recalculé, on a vu ce qu'on pouvait faire, et j'ai envie de dire même, on a habillé la mariée. On a habillé la mariée, pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte d'optimiser absolument toutes nos dépenses. Et on a racheté aussi certains des concurrents qui étaient présents. Et la société a été revendue en 2015, donc on s'en sort quand même plutôt bien, 1 million d'euros, au groupe Webedia. Donc Webedia qui venait de racheter Allociné, notre concurrent principal qui était Overblog. Donc on était en 2015. J'en viens à un split. Donc c'était un peu, alors je suis désolé, c'est complètement confus ce que je suis en train de raconter, mais en fait c'est vraiment mon expérience d'il y a 19 ans de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de lever des fonds pour ma société? Est-ce que je ne veux pas la gérer finalement et essayer déjà de trouver, la première chose qui est importante pour une société, un business model. Donc Split, l'idée est venue, voilà, je ne vais pas revenir sur Split parce que l'idée c'est pas de pitcher Split, mais je trouve que le business de Split est assez intéressant. On est sur de la récurrence, on est sur de l'abonnement. Donc la première chose pour le business model de Split, c'était de se dire, il faut que je trouve un business model récurrent qui offre de la récurrence. Donc on gagne peu par utilisateur, on gagne 50 centimes par utilisateur par mois, mais finalement le volume nous permet d'en vivre aujourd'hui. Et la deuxième chose finalement sur Split, c'est ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est d'être, je ne sais pas si le terme est bon, de compter ses sous, de faire très attention à l'euro dépensé. On a fait attention depuis le premier jour à toutes les dépenses qu'on allait réaliser avec Split. On avait un business model qui était viable, 50 centimes par utilisateur par mois. Donc on savait que la récurrence nous permettait d'en vivre. Donc on a commencé, les premiers mois, on avait peut-être 200 utilisateurs, donc je vous laisse faire le calcul, c'est très peu. Aujourd'hui on en a 700 000. Au niveau des dépenses, c'était plus compliqué. Il fallait absolument tout calculer. Et je vais vous donner quelques petites astuces qu'on a mis en place en fait, dans notre boîte pour faire en sorte de ne pas rentrer dans ce que j'ai vécu avant. La première chose, c'est de piloter sa trésorerie. Ça paraît tout bête, mais piloter sa trésorerie, on a pris un logiciel, donc je vais citer Agicap qu'on utilise, mais vous avez Pennyline, vous avez iPadzat, vous en avez énormément, qui nous permet de savoir exactement à l'euro près ce que vous allez dépenser. Et pour la petite anecdote, un de mes associés m'a demandé il y a 4 jours,
qu'est-ce que c'est cette dépense Event Tribe. Je ne savais pas trop sur le coup, et en fait, j'ai compris que c'était ma place pour ce soir. Donc, même pour 15 €, en fait, un de mes associés va me demander pourquoi on a cette dépense. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est qu'on va négocier tous nos contrats. On est en train de changer de PSP de paiement, donc on a quand même un volume assez important. On a à peu près 10 millions de volume d'euros d'affaires et surtout énormément de transactions. On est en train de changer de PSP de paiement parce que 1 centime de différence sur une transaction équivaut sur une année à 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc autant vous dire qu'on a mis en concurrence plus de 10 sociétés pour ces PSP de paiement. Donc on fait vraiment attention absolument à tout. Et enfin, d'autres choses qu'on met en place, et j'aime bien le dire là devant Hugo qui est devant moi, on a monté un studio ensemble qui s'appelle La Chapelle. Et j'ai pas honte de le dire, mais en fait, je suis devenu un peu le bêta-testeur radin de la Chapelle pour savoir est-ce que si je te propose ce projet, est-ce que Split, vous seriez capable de le payer ? Et on a un cas récemment d'une boîte qui a intégré La Chapelle et j'ai dit pour ce projet-là, oui, pour d'autres projets, non. Mais du coup, je pense que je suis un bon bêta-testeur sur les dépenses qu'on peut avoir dans la société. Je suis désolé, j'ai pris une petite anti-sèche, je vous l'avoue. Je l'ai fait sur ChatGPT en plus. J'avais mis mon texte en entier et je me suis dit, bon, écoute, si tu t'y perds à un moment dans ton fil, tu vas demander à ChatGPT en 10 points qu'est-ce que tu dois dire. Donc, pardon, je reçois des messages. C'était pas le moment. Donc voilà, en fait, non, j'en viens à la conclusion. Donc pour conclure, on a parlé avec un fonds d'investissement assez récemment qui nous a dit, finalement, c'est tout à votre honneur. Vous gérez votre société comme un bon père de famille. Split a 3 ans. Et mon fils vient de souffler sa 3e bougie avant-hier. Je ne pense pas que c'est un hasard. Et si je peux juste vous demander juste une dernière chose, parce que mon fils a vu que j'étais très stressé, je l'ai laissé à sa nounou tout à l'heure. Et j'aimerais bien, en fait, je vais compter jusqu'à 3. Si vous pouviez dire bon anniversaire, Sacha, juste, même pour moi, pour mon délire, ça serait juste génial. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Merci beaucoup.